Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté avec moi pour vous poser toutes les questions sur un climat politique, social, économique, sportif qui n'est pas des plus favorables. Gaël Degré-Duloup, de 20 minutes, notre partenaire pour ce rendez-vous de 20 minutes. Xavier Bertrand, je crois que vous chaussez les crampons à l'occasion, c'est cela, hein? Amateur de football. Amateur de football, oui. Ex-supporter des Bleus, peut-être aujourd'hui. Bon, toujours supporter des Bleus, de l'équipe de France. Pas forcément le visage d'une équipe de France qu'on a vu évoluer en Afrique du Sud, mais oui, je suis un supporter permanent des Bleus. Après le naufrage de la France, en tous les cas, hein, comme grand pays de sélection, Nicolas Sarkozy s'empare du dossier. Est-ce que le football est une affaire d'État, Xavier Bertrand? Affaire d'État, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, affaire d'État. Est-ce que ça nous concerne tous? Est-ce qu'on s'intéresse tous à ce qui se passe? Bien évidemment, c'est l'image aussi de la France dans une compétition qui a toujours un caractère extraordinaire, tous les 4 ans. Oui, je pense que ça concerne tous. Je ne connais pas une famille dans laquelle on n'ait pas parlé à un moment ou à un autre de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Aujourd'hui, bien évidemment. Vous comptez sur le chef de l'État qui a donc réuni les ministres concernés, même le Premier ministre, pour remettre les choses en ordre dans la fédération. Et le président qui a aussi appelé de ses voeux des états généraux. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme états généraux du football? Écoutez, c'est pour octobre. Je pense que c'est à d'autres de déterminer ce qu'il en est. En ce qui concerne l'équipe de France, il faut tourner la page, clairement. Changer les acteurs. Il était prévu qu'il y ait un nouveau sélectionneur, Laurent Blanc. Moi, je pense que Laurent Blanc est l'homme de la situation. On ne le surnomme pas le président pour rien. Je pense qu'il a l'autorité pour justement tourner la page et qu'il a aussi l'autorité pour remettre dans le groupe qu'il décidera de constituer de la discipline, des règles et qu'on soit tourné avant tout vers le sport. Et c'est, à mon avis, très très important de revenir à de l'autorité dans ce groupe. Faut-il que le président de la Fédération française de football démissionne? Est-ce que c'est à moi de le dire? En tout cas, moi, je suis pas. Le politique au Conseil s'est emparé fédéral. du dossier. Oui, mais vous savez, le politique, le président le fait avec les ministres et le Premier ministre. Très bien. Pour le reste, qu'est-ce que j'ai vu, moi? J'ai vu effectivement un naufrage. J'ai vu une tragicomédie sans nom. C'est une chose. Je veux plus revoir ça. J'étais l'autre jour avec des amis qui me racontaient qu'en regardant le match en famille, il y avait un enfant de 10 ans qui pleurait. Moi, je me souviens quand j'étais enfant. J'aimais tellement le sport quand on voyait qu'on perdait et de piètre façon, oui, on avait énormément de peine. J'ai pas envie de revivre ça. Par ailleurs, je crois qu'il y a eu un naufrage qui est un naufrage collectif. La page se tourne. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. J'ai vu certains des joueurs dans cette Coupe du Monde qui ont fait honneur au maillot. Lloris, notre gardien. J'ai vu des Toulalan, j'ai vu des Diaby. Je reste persuadé que quelqu'un, je ne suis pas sélectionneur, mais quand même un Gourcuff a un potentiel. Et dans cette équipe-là, ne nous trompons pas, ne montrons pas du doigt tout le monde, parce qu'il y a une génération qui peut émerger avec un objectif vu leur âge, l'Euro 2016 en France. Et qu'il ne faut pas aujourd'hui chercher à dire, regardez, c'est impossible, ils ne peuvent pas réussir. Non, il faut qu'il y ait un véritable groupe, l'envie de faire honneur au maillot et de se projeter dans l'avenir avec Laurent Blanc. Effectivement, dans l'équipe, il y avait les meneurs et les autres, mais tous seront sanctionnés financièrement. Ils ont déjà renoncé à leur prix, les 5 millions d'euros qu'ils devaient partager avec l'encadrement. C'est normal, hein, mais le chef de l'État veut qu'il n'y ait aucune indemnité versée à ces joueurs. Aucun avantage financier, mais c'est une sanction. Oui. Écoutez, pourquoi je ne sais pas, on n'est pas avec un carton jaune ou un carton rouge, c'est pas ça le sujet, c'est que normalement, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait des primes et autres qui soient versées. Que rien ne soit versé, ça tombe sous le sens. Moi, je trouve ça profondément logique. Des mots très durs ont été prononcés par certains députés lors de la réunion du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous avez entendu. J'étais là, mais on a parlé certains ont parlé de racailles et même de petits merdeux. Que pensez-vous de ces mots? Pas en réunion de groupe. J'étais en réunion de groupe. Ces mots-là n'ont pas été tenus. Ah bon? Pas prononcés. Et pourtant, ils ont été condamnés par Fadela Amara, qui était là. Mais moi, j'ai pas entendu ces propos-là. Ah bon? Vous savez, je me méfie toujours de ce qu'on dit, de ce qu'on raconte. Je sais de ce à quoi j'ai assisté. Des propos de Jean-François Lamour, qui a aussi indiqué qu'il fallait faire attention sur les responsabilités, qu'il fallait aussi garder la tête froide. Oui, mais vous avez entendu des mots qui vous ont choqué? J'ai pas entendu ces mots. Non. Bon. Et alors, si c'était le cas, je vous le dirais. Il faut se méfier de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, justement. Oh, je peux vous dire une chose. On y arrive. Entre ce qu'on vit et ce qu'on lit, il y a parfois un monde. Est-ce que vous craignez, Xavier Bertrand, une dégradation du climat politique avec la
multiplication des écarts de conduite des ministres. Les cigares de l'un, il va d'ailleurs devoir payer l'ensemble de la note, c'est Christian Blanc, l'appartement de fonction de l'une transformé en pension de famille, et puis le risque pris par quand même le poids lourd du gouvernement, l'un des poids lourds du gouvernement, Éric Woerth, risque de s'exposer à un conflit d'intérêts. Sur le climat général, la première des choses, c'est que le climat général, il ne faut pas l'entretenir parfois avec des approximations, comme le font certains journaux. Moi, je vais vous dire, depuis que j'ai 15 ans, je lis le Canard enchaîné. Mais le Canard enchaîné, ce n'est pas le journal officiel de la République. Quand le Canard enchaîné condamne un ministre, on entend ce que dit le Canard enchaîné, on reprend ce que dit le Canard enchaîné. On reprend beaucoup moins ce que répond le ministre. Pourquoi ? Est-ce que c'est normal qu'on ne fasse pas la même place aux réponses plutôt qu'aux questions ou qu'aux accusations du Canard enchaîné ? Je vais vous dire une chose, Christian Blanc a aussi apporté des explications. Et pourquoi y a-t-il deux poids, deux mesures ? Moi, je vis en Picardie, je suis élu en Picardie à Saint-Quentin. Il y a un conseil régional de Picardie avec à sa tête un socialiste, M. Claude Gewerck. Grand amateur de cigares. Il a été épinglé par le magazine Capital. 21 000 euros d'achat de cigares. Il a dit non, c'est pas 21 000 euros, c'est plus de 12 000. Et pourquoi on n'en a pas parlé dans le Canard enchaîné ? Pourquoi on n'en parle pas autant ? C'est important, président de conseil régional. Alors je vais vous dire une chose d'ailleurs. Je souhaite qu'il y ait le même effort de transparence dans les conseils régionaux ou dans les conseils généraux qu'il y en a à la tête de l'État, la présidence de la République. Moi, je souhaite par exemple que les chambres régionales des comptes contrôlent chaque année les exécutifs, comme le président de la République l'a lui-même proposé pour la présidence de la République. Et il y aura de la transparence pour tout le monde. Revenons sur cette République irréprochable souhaitée par le chef de l'État. Le Premier ministre, aujourd'hui, dans un communiqué, demande à Christian Blanc de rembourser les dépenses dans les cigares. Est-ce que vous approuvez ce genre de décision ? Écoutez, j'avais indiqué l'autre jour on m'avait posé la question, est-ce que ce qui s'est passé là peut choquer ? J'avais dit oui. J'ai dit oui, certains m'avaient reproché ma franchise, mais bon, je l'ai dit très clairement, sauf qu'il est important de bien préciser que Christian Blanc, ce qui était sa consommation personnelle, il avait commencé à rembourser, qu'il le fasse jusqu'au bout. Oui, ça a du sens. C'est une mesure suffisante, selon vous, de rembourser. Que voulez-vous de plus ? Est-ce qu'il n'est pas affaibli politiquement ? Est-ce qu'il ne devra pas quitter ? Non, mais attendez, que prévu vous avez repris le communiqué de Christian Blanc avec les explications qu'il a avancées ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il apporte aussi un certain nombre de réponses qu'il faut avoir à l'esprit. Vous avez parlé de République irréprochable. Rappelez aussi ce qui a été fait depuis 2007. La réforme constitutionnelle donne des droits à l'opposition qu'elle n'a jamais eu auparavant. Le président de la Commission des finances est un socialiste, c'est le président de la République qui l'a voulu. Le premier président de la Cour des comptes, un organisme indépendant, reconnu justement pour la qualité de ses études, de ses analyses et de ses rapports, c'est M. Didier Migaud qui est à sa tête. Il y a aujourd'hui une volonté de transparence qui n'a jamais existé avant 2007, droite et gauche confondues. Donc oui, je pense qu'en plus, parce qu'on est en période de crise, il faut davantage faire attention. Il faut qu'il y ait une exemplarité parce qu'on est en période de crise et je pense que de nouvelles initiatives peuvent être prises qui permettront d'aller encore davantage dans cette direction. D'accord. Alors aujourd'hui, en tous les cas, le Parti socialiste continue de pilonner Éric Woerth. Il semble soumis à une sorte de supplice chinois parce qu'on apprend tous les jours un fait nouveau. Aujourd'hui, par exemple, selon Le Point, il a remis la Légion d'honneur à l'employeur de sa femme qui est le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Et la polémique s'enflamme. Est-ce qu'il a été imprudent ? La première des choses, vous parlez d'attitude irréprochable. Je pense que l'opposition pourrait aussi avoir une attitude d'honneur et irréprochable. Il y a certains socialistes qui ont le sens de l'honneur. Jérôme Cahuzac, par exemple, a dit d'Éric Woerth que c'était quelqu'un d'honnête. Et je pense qu'on doit aussi bien montrer qu'en politique, la volonté de faire de la politique une guerre civile n'est pas une fatalité. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, vous me dites qu'on apprend aujourd'hui, mais soyons sérieux. Mais vous savez depuis quand on le sait que la Légion d'honneur a été remise par Éric Woerth ? Depuis le jour de la cérémonie, mais c'était passé un peu inaperçu. Ah bon, c'était à l'agenda officiel ? Oui. C'était public, ça a été su. Et la question d'ailleurs pour Éric Woerth, et notamment sur les fonctions de son épouse, depuis combien de temps le savez-vous ? 3 années. Parce que dès le début, ça a été dit. Pourquoi toutes ces questions viennent-elles aujourd'hui ? Vous voulez que je vous le dise ? On a compris. Parce qu'il y a la réforme des retraites. Alors, quand même, vous citez Jérôme Cahuzac, mais lui, il critique quand même Éric Woerth en disant on ne pouvait pas être ministre du budget et trésorier de l'UMP. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Que la première des choses, c'est qu'Éric Woerth, qui est aujourd'hui ministre du Travail, et c'est d'ailleurs parce qu'il présente la réforme des retraites que toute cette polémique vient,
C'est pas le fait du hasard. Je ne crois pas beaucoup aux coïncidences par nature, j'y crois encore moins en politique, surtout quand il y a une réforme importante. C'est que Éric Woerth, c'est un ministre qui est solide et un ministre qui est courageux. Et en tant que trésorier, il travaille à mes côtés, c'est un trésorier scrupuleux. C'est quelqu'un qui est à chaque fois particulièrement exigeant, notamment sur les comptes, et qu'en plus, concernant les règles de financement dans notre pays aujourd'hui, tout est transparent, tout est clair et tout est enregistré. Est-ce que vous avez retrouvé éventuellement des chèques à l'UMP signés de Liliane Bettencourt? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à chaque fois, quand c'est pour une campagne, c'est versé à une association de financement et que c'est enregistré et qu'il y a une commission indépendante qui est la commission des comptes de campagne. Voilà comment les choses se passent. Et d'ailleurs, la question qui pourrait légitimement être posée, c'est et d'ailleurs, depuis combien de temps Mme Bettencourt finance des activités politiques, tout à fait légalement, et quel parti d'ailleurs? Oui. Bon, c'est une question intéressante. Alors il y a beaucoup de questions qui vous sont posées aussi, enfin qui sont posées au gouvernement par l'opposition socialiste, Xavier Bertrand. Une, alors cette fois en rapport avec l'affaire Bettencourt, d'après les fameux enregistrements pirates réalisés par le maître d'hôtel de la milliardaire, l'Élysée a pesé sur le procureur pour classer l'affaire d'abus de faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Attendez, excusez-moi. Déjà, ces enregistrements, doit savoir ce qu'ils sont, quelle est leur véracité. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est pas tout à fait ça qui était dit. Je crois qu'il faut être très précis, parce que ça sert à rien d'ajouter de la confusion à des allégations. Le gestionnaire de fortune, M. Demestre, dit que l'Élysée s'occupe de faire classer l'affaire. Vous pouvez l'affirmer? Ah ben c'est ce que j'ai lu dans ces témoignages. Alors je crois une chose là-dedans, c'est que qu'est-ce qui se passe? Il y a un procès entre une mère et sa fille. Et qu'à partir de ce moment-là, vous avez certains, notamment M. Montebourg, procureur au petit pied, qui s'improvise procureur, qui essaye de faire parler de lui comme d'habitude en jetant la vindicte populaire qui, Éric Woerth, c'est inacceptable comme comportement. M. Montebourg, de toute façon, chaque semaine qui passe, il demande la démission d'un des membres de la majorité ou du gouvernement. Toujours. Là, cette semaine, c'est sur Éric Woerth. Moi, je vous le dis, je suis fier d'être l'ami d'Éric Woerth. C'est quelqu'un d'intègre, son épouse également, et je ne laisserai pas l'opposition, M. Montebourg, le salir de cette façon, en ajoutant une confusion dans les allégations des uns et en faisant tout simplement une affaire politicienne. Monsieur Jean-Marc Ayrault souhaite aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire. Il l'a réclamé auprès du ministre de la Justice. Mais tout ça, c'est la même veine. Mais tout ça, c'est l'ère de la calomnie. Et pourquoi? Parce qu'en ce moment, on le voit bien, le Parti socialiste est passé complètement à côté du rendez-vous des retraites. Il a eu beau faire des simili-propositions qui étaient une avalanche de taxes, aucune crédibilité auprès des Français. Donc le but, c'est d'essayer de salir Éric Woerth pour justement s'attaquer au dossier des retraites. À défaut de s'attaquer au dossier des retraites avec des propositions solides, ils préfèrent, eux, être sur le registre de la diffamation. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Vous savez ce qui est en train de se passer? C'est qu'ils souhaitent éloigner les Français de la politique. Et tout ça, c'est en définitive forme de populisme, mais je le dis, sur des sujets importants, il ne faut jamais oublier. Mais à qui ça va profiter? Parce que Marine Le Pen, aujourd'hui, par exemple, dénonce un climat de fin de règne, dit-elle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Que la politique, c'est très simple. C'est quand les Français ont des problèmes, il faut leur apporter des solutions. Et que les Français doivent bien voir qui apporte des solutions à leurs problèmes. L'extrême droite, certainement pas. Le Parti socialiste, certainement pas. Et que même si les temps sont difficiles parce qu'il y a une crise, même s'il y a effectivement certains qui souhaitent mettre à la une de l'actualité, ce qui n'est pas le cœur des sujets des Français, je ne nous laisserai pas détourner des vraies priorités. Les priorités aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Les retraites, on en parlait. C'est sortir de la crise. C'est la lutte contre les déficits. C'est réduire la dette. On en parle. C'est les sujets de la dépendance, notamment. Comment fait-on quand on a quelqu'un qui est victime de la maladie d'Alzheimer? Ce sont les retraites, c'est la sécurité. C'est un sujet qui est en ce moment débattu au moment où je vous parle à l'Assemblée. Parce que pour moi, c'est l'autorité parentale, c'est l'éducation des enfants, c'est la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Voilà des sujets qui intéressent les Français. Évoquons les retraites, c'est un sujet qui intéresse les Français. Demain, une nouvelle journée de mobilisation. Est-ce que vous craignez la riposte? De quel type de riposte? Pourquoi parler de riposte sociale ou manifestation, mobilisation des syndicats? Parce qu'on sent bien que les syndicats cherchent à établir un rapport de force avec le gouvernement, c'est la règle. Mais je crois, non, c'est pas une fatalité. Non. C'est pas une fatalité de parler de rapport de force. Est-ce que cette réforme est indispensable? Et les Français le disent, oui. Est-ce que le fait de relever l'âge légal est nécessaire? Les Français le disent aussi. Ils disent oui à 58%, je crois. Ça montre bien une chose, c'est que les Français ont le sens
des responsabilités et sont pleins de bon sens. Nous avons une réforme qui est une réforme importante. Elle change des habitudes. Et je comprends qu'il y ait des salariés qui se posent des questions, comment ça va s'appliquer pour moi? Moi qui ai commencé à travailler très jeune, est-ce que je vais devoir aller jusqu'à 62 ans? La réponse est non. Quelqu'un qui aura travaillé avant 18 ans n'aura pas à aller jusqu'à 62 ans. Certains se disent, mais moi j'ai le sentiment d'avoir un métier qui est pénible, je suis exposé à des risques, est-ce que oui ou non je vais devoir aller jusqu'à 62 ans? La réponse est non aussi. Et ce sont ces questions-là qui font qu'il y a des salariés qui demain manifesteront. Tout clair encore, notamment sur la pénibilité, puisque le gouvernement a dit qu'il y avait des aménagements possibles. Ça veut dire que la réforme qu'on nous a présentée n'est peut-être pas aussi juste qu'on le disait il y a une semaine encore, puisqu'on peut encore la modifier. Pas aussi? Juste. Pourquoi dites-vous cela? Puisqu'elle peut être amendée sur la pénibilité, sur les polypensionnés, sur les agriculteurs. Quand vous dites cela, ce sont des améliorations, des évolutions. Dans cette réforme, si nous prenons en compte celles et ceux qui sont exposés à des fonctions pénibles, si nous décidons que ceux qui ont commencé à travailler très jeunes pourront partir avant, c'est parce que la justice est au cœur de cette réforme. Et je ne me laisserai pas donner de leçons par un parti socialiste qui n'a jamais voté, en 2003, le dispositif carrière longue, de permettre à peu près à 600 000 personnes d'être parties à la retraite avant 60 ans parce qu'elles avaient commencé très jeunes. C'est notre majorité, j'étais rapporteur de ce texte, qui l'a voté. Donc voilà pourquoi en la matière, la justice est au cœur de cette réforme. Si on peut améliorer le texte sur certains points, on va continuer à le faire. Et le mouvement populaire répondre aux questions avant tout. Qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, à l'UMP? Est-ce que vous avez des pistes que vous aimeriez voir privilégier, pas seulement pour améliorer lors de la convention, mais par exemple pour la fiscalité également? Est-ce que vous avez des propositions? Lors de la convention qui était organisée par le mouvement populaire, on a un certain nombre de parlementaires, d'élus qui se mobilisent sur cette question autour d'Arnaud Robinet, qui est notre secrétaire national, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, avec Dominique Paillet et d'autres. On continue à faire la pédagogie de cette réforme. Demain, je serai par exemple à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, pour expliquer, pour recueillir un certain nombre de priorités, d'exigences des Français, nos militants, mais aussi des sympathisants et aussi des non-adhérents. Je pense que sur la pénibilité, il nous faut pouvoir apporter des réponses. Aujourd'hui, la pénibilité n'est pas prise en compte dans notre pays. Si vous avez une incapacité d'invalidité à 50%, vous pouvez faire valoir ce droit. Ce que proposait le gouvernement, c'était 20%, c'est-à-dire une amélioration sans précédent. Or, je pense qu'il faut réfléchir à la question d'exposition au risque. Vous avez des salariés qui se sentent usés, fatigués, mais qui n'ont pas d'invalidité pour autant. Est-ce que l'on peut, au cours de leur carrière, voir s'ils ont porté des charges lourdes, eu des travaux postés? C'est toute cette question-là, mais il faut aussi faire évoluer la médecine du travail et faire un vrai suivi. Prenez dans le bâtiment. Est-ce que dans le bâtiment, il y a des activités ressenties comme pénibles? Bien évidemment. Un maçon qui porte des charges lourdes, qui est toute la journée en extérieur, je pense que ces critères-là vous semblent évidents, vous dites oui. Et pour le contremaître, est-ce que ce sont les mêmes critères? Sans doute pas. Et pour le comptable dans l'entreprise, est-ce que ce sont les mêmes critères? Voilà pourquoi il faut être capable d'avoir un suivi pour être très précis et apporter des réponses aux salariés concernés. Je note quand même une chose demain, c'est qu'il y a une grève que certains annoncent comme suivie, et pourtant le pays ne sera pas paralysé. Des trains circuleront, des métros circuleront. Pas tous, pas tous. Il y aura des perturbations. Mais il y a une grève, il me semble. Bien sûr, attendez, bien sûr. Ayons de la mémoire. Pour vous, le critère, c'est l'arrêt du pays. Ayons de la mémoire. Quand il y avait des grèves, voilà quelques années, tout notre pays était bloqué. Et pourquoi il ne l'est plus? Parce que nous avons fait voter un service minimum dans les transports. Nous l'avons fait voter, c'était un engagement de campagne. Et aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Même quand il y a une grève qu'on annonce comme suivie, il y a des trains, des métros et des bus qui tournent dans notre... C'est un changement sans précédent. Autre question en rapport avec la réforme des retraites. Jusqu'à présent, manifestement, les retraités ne sont pas mis à contribution. Des voix s'expriment à l'UMP pour dire qu'il faut leur demander un effort, par exemple augmenter leur CSG pour financer notamment la fameuse dépendance, le nouveau risque qui sera créé à la fin de cette année. Est-ce que vous y êtes favorable? Je ne suis pas favorable à l'augmentation de la CSG pour les retraités pour financer la dépendance. Je n'y suis pas favorable. Parce que je pense que sur ce sujet-là, il faut bien voir une chose. Qui aujourd'hui soutient principalement la consommation? Les retraités. Quand vous êtes en retraite, ce n'est pas le moment où vous épargnez le plus. Quand vous êtes en retraite, vous consommez. Or, aujourd'hui, le moteur de la croissance française, c'est principalement la consommation. Augmentez les prélèvements et dans ces cas-là, vous casserez la consommation. Voilà pourquoi, sur tous ces sujets-là,
Je pense qu'il vaut mieux faire des réformes courageuses, que d'augmenter les prélèvements quelle réforme? et les Parce que là, cotisations. il faut trouver de l'argent pour financer ce cinquième risque. Le sujet viendra à la rentrée, à l'automne, après la réforme des retraites. Chaque chose en son temps. C'est une réforme majeure que celle des retraites. Celle de la dépendance demandera du courage, mais elle permettra d'apporter une réponse claire à celles et ceux qui se disent « mes parents, mes grands-parents sont victimes de dépendance, la maladie d'Alzheimer par exemple. Tant que c'est possible, est-ce que je peux les garder au domicile? Qui finance? Et d'autre part, si je ne peux plus les garder à domicile, qu'ils doivent aller en maison de retraite, il ne faut pas non plus construire des maisons de retraite et qu'on ne puisse pas y mettre les aînés parce qu'on n'a pas les moyens. Cette réforme de la dépendance devra permettre aussi aux classes moyennes de pouvoir faire accéder leurs parents et leurs grands-parents dans ces établissements. Voilà pourquoi la dépendance est un sujet qui sera un sujet majeur à la fin de l'année, le Premier ministre l'a dit. C'était un engagement du Président de la République, mais pas en finançant avec l'augmentation de la CSG pour les retraités. Et pourtant, les jeunes générations pourraient là sentir qu'il y a une forme de justice, parce que eux, les jeunes générations sont mises à contribution et les anciens non. Tant mieux pour eux, non? Mises à contribution de quelle façon? Eh bien, par exemple, en rapprochant les taux de CSG, comme le défendent encore une fois des élus de l'UMP. Oui, mais là je vous ai répondu sur ce point. Je ne suis pas favorable à l'augmentation de la CSG. Vous n'êtes pas favorable. Je vous le dis très clairement, parce que je pense que ça pénalise la consommation. D'accord. Concernant la consommation, justement, ne risque-t-elle pas d'être légèrement cassée par le plan de rigueur du gouvernement? C'est une crainte. Qu'est-ce que la rigueur? Grand débat. Grand débat. Grand débat sémantique. La rigueur, vous savez ce que c'est? Vous avez 8 et quelques % de déficit. En un an, vous décidez d'être à 0% de déficit. Là, vous pouvez parler de rigueur. Mais dans ces cas-là, vous cassez complètement la consommation et toute perspective de reprise économique. La rigueur, elle a un sens, économiquement parlant. C'est ce qui s'est passé en 83 avec le Parti socialiste. C'est aussi ce qui s'est passé en 95 avec le gouvernement d'Alain Juppé. Vous baissez les dépenses, et c'est d'ailleurs ce que nous devons faire, et vous augmentez massivement les prélèvements. Nous n'avons pas l'intention d'augmenter massivement les prélèvements. Pour une simple et bonne raison, c'est parce que, encore une fois, vous cassez, dans ces cas-là, la consommation. Non, vous ne suivrez pas Didier Migaud, qui a publié un rapport aujourd'hui assez accablant pour les finances publiques et l'aggravation du déficit, et qui dit qu'il faudra bien passer par des prélèvements supplémentaires. Donc là, vous dites non. J'étais présent ce matin en commission des finances. Didier Migaud n'a pas tout à fait tenu ce discours. Il a dit justement qu'il y avait du volontarisme dans la voie présentée par le gouvernement, mais le choix que nous faisons, nous, n'est pas le choix du Parti socialiste. Le Parti socialiste, par exemple, sur la question de la réforme des retraites, propose, si je ne me trompe pas, 25 milliards d'euros de plus par an d'impôts, de cotisations et de taxes. Je ne suis pas socialiste. Les impôts et les prélèvements massifs, c'est la réponse de ceux qui n'ont pas d'imagination et qui n'ont pas le courage de faire les réformes. Je parle du Parti socialiste. Moi, je pense, vous savez, que des réformes courageuses, les retraites. Si vous demandez justement de travailler plus longtemps et de repousser l'âge légal, c'est justement pour permettre de diminuer ces déficits. C'est autant d'impôts que vous ne demandez pas. Les changements de comportement, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Et ce que je retiens notamment de ce qui s'est passé en Grèce, voilà quelques semaines. La France n'est pas la Grèce. Mais en revanche, il y a une leçon qu'on peut transposer. Les réformes, il vaut mieux les choisir et les conduire soi-même plutôt que de se les faire imposer. Une question vous concernant, Xavier Bertrand. Est-ce que vous avez éventuellement évoqué avec le chef de l'État votre retour au gouvernement? Absolument pas. Absolument pas. Vous savez, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai quitté 2 fois le gouvernement volontairement. En 2007 pour suivre Nicolas Sarkozy en étant son porte-parole. Et après 5 années passées au gouvernement, j'ai choisi de quitter le gouvernement pour prendre la tête de ma famille politique. Je ne l'ai pas fait pour quelques mois seulement. D'accord. Une question d'actualité concernant l'éviction des humoristes Stéphane Guillon et Didier Porte de France Inter pour vulgarité et misère intellectuelle, selon Jean-Luc Hess, le PDG de Radio France. Quel est votre commentaire, sachant que là également, c'est une décision dans les médias qui provoque une avalanche de réactions? Qui est le patron de France Inter? Alors, Monsieur Jean-Luc Hess. Jean-Luc Hess. C'est à lui qu'il faut poser la question. Tout simplement. Après, vous allez dire quoi? Après, vous allez dire, ça y est, les politiques s'intéressent aux médias. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que les humoristes, les trublions s'intéressaient beaucoup aux politiques. À titre personnel, le sujet n'est pas là. Comment est-ce que vous jugez cette décision? Les propos qu'il a tenus l'autre jour sur le président de la République, oui, on a le droit de considérer ça, que c'est vulgaire. Je ne veux pas reprendre le terme, mais répéter plusieurs fois sur le président de la République ce qu'il a dit, je pense que je ne suis pas le seul à avoir trouvé ça vulgaire. Et c'est une décision suffisante? Enfin, c'est une... Ça, après, c'est le sujet du patron de France Inter, mais il ne faut pas non plus s'étonner qu'il y ait des patrons qui fassent preuve de sens, des responsabilités, de considérer dans ces conditions-là
que ça ne correspond pas à la ligne qu'il souhaite. Il prend cette décision, c'est son choix, soit. Très bien. Mais Martine Aubry, par exemple, qui avait été durement caricaturée, puisque à son sujet, Stéphane Guillon avait évoqué un pot à tabac, défend, elle, le droit à l'outrance. Est-ce qu'il faut défendre le droit à l'outrance? J'ai été caricaturé à différentes reprises. Oui. Bien sûr qu'il y a droit à l'humour, il y a une tradition française, c'est vrai. Mais là, vous ne trouvez pas parfois que les bornes sont franchies? Vous ne trouvez pas quand même qu'on va parfois un peu loin dans la façon d'humilier, d'abaisser certains? Alors après, chacun fait en fonction, mais quand il y a un patron qui estime que ça ne correspond plus à la ligne et à l'image de sa radio, pourquoi le lui reprocher? Et là, il a pris une bonne décision. Je vous l'ai dit, pourquoi le lui reprocher? C'est son choix, c'est sa responsabilité, mais il faut bien considérer qui est le patron de France Inter, Monsieur S. Soit. Très bien. Gaël? L'opposition accuse souvent justement à ce propos le gouvernement et le chef de l'État d'être très présents sur les dossiers, notamment sur les dossiers médiatiques comme celui de la reprise du Monde actuellement. Qu'en pensez-vous? Elle n'a rien d'autre à dire, l'opposition? Je ne sais pas, allez lui demander. Elle a la mémoire courte, l'opposition? Elle a la mémoire courte sur ce qui s'est passé quand la gauche était au pouvoir? Non, je pense qu'elle n'est pas bien placée pour donner des leçons. Et sur le sujet, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'idées reçues. Maintenant, les choses sont claires et transparentes. Il y a des nouveaux modes de désignation, notamment le président de France Télévisions. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. Avant, oh là là, je pensais que c'était plus transparent, c'était complètement hypocrite avant. Moi, j'aime bien quand les choses sont claires, elles sont claires maintenant. Alors, il y a un autre personnage politique qui a des choses à dire, que vous n'apprécierez peut-être pas toujours, c'est Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, qui dénonce l'injustice sociale, le recul des libertés. Il dit, lui, vouloir s'ouvrir aux orphelins de la République. Quelle est la meilleure stratégie, selon vous, à adopter avec lui? Est-ce que le chef de l'État doit lui tendre la main, comme il l'a fait avec François Bayrou, par exemple? Un sujet qui passionne beaucoup les commentateurs, tout ça. François Bayrou, Dominique de Villepin. Moi, écoutez, ce week-end, dans ma circonscription dans l'Aisne, dans le Val d'Oise et ensuite dans Seine-Saint-Denis. Et non. Ben non, mais... Et d'ailleurs, vous n'avez pas l'air surpris qu'on ne m'en ait pas parlé. Attendez, ce week-end, il y avait l'affaire Anelka. Merci de votre sourire. Merci de votre sourire. Anelka a tout occulté. La première des choses que j'ai notées avec Dominique de Villepin, c'est qu'il avait dit lui-même que si on lui envoyait le formulaire, il entendait renouveler son adhésion à l'UMP. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'autre part, il a indiqué aussi que les adhérents à son mouvement pourraient aussi adhérer à l'UMP. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je sais aussi autre chose, c'est que la critique, ça ne fait pas une politique. Et que les Français attendent quoi? Des propositions, des projets. Et moi, je m'attelle à cette logique. Comment avez-vous justement jugé son discours? Comment jugez-vous son discours de la semaine dernière, de dimanche dernier, samedi dernier, pardon? Vous n'avez pas suivi? J'y étais pas. Vous n'avez pas écouté son discours. J'ai vu dans la presse, il a été très... Je viens de vous le dire. La critique, ça ne fait pas une politique. Très bien. Est-ce que pour vous, puisque vous vous placez dans la perspective de 2012, on n'a pas le temps ici d'exposer votre programme de travail, le calendrier que vous donnez à l'UMP, mais est-ce que la vraie menace pour vous, c'est Marine Le Pen, par exemple, pour 2012 Avant 2012, il y a 2010. Non, il y a 2011. Et les Français, vous savez, avant de savoir ce que les hommes politiques ou les femmes politiques veulent faire en 2012, ils veulent savoir, les Français, ce qu'on fait pour eux en 2010. Sortir de la crise. Répondre aux besoins qu'il y a d'autorité et de respect aujourd'hui, de la sécurité, ce à quoi s'attelle très bien Brice Hortefeux. Sur tous ces sujets-là, les Français veulent des réponses. Ils veulent que la France soit respectée et que la France fasse respecter ses valeurs. Quand notamment nous disons non au voile intégral, c'est parce que le visage de la France est le visage d'une femme et qu'on ne veut pas qu'il soit voilé. Voilà aussi ce à quoi nous nous attendons. Les valeurs, justement. Tous les jours, nous travaillons sur ces questions. Ce sera la première convention de l'UMP à la rentrée sur les valeurs. Le programme n'est pas encore arrêté, mais je pense qu'il est important de bien montrer que nous sommes fidèles à nos valeurs et que c'est important dans un monde qui bouge, vous savez. Il faut tenir fermement le gouvernail, il faut être juste, mais aussi faire preuve, je le pense, de fermeté. Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonsoir à tous. Il y a 70 ans, l'appel du général de Gaulle à l'occasion des célébrations du 18 juin, débat sur Public Sénat, le regard croisé d'un témoin de l'époque et de ceux qui aujourd'hui se réclament de l'héritage. Alors, que reste-t-il du gaullisme? Le débat, c'est à suivre sur Public Sénat. Le débat,
dimanche à 10h sur Public Sénat. Question d'info en partenariat avec l'AFP et France Info, c'est dans un instant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. L'affaire Clearstream n'est pas terminée. Il y a forcément des rivalités. Ça me paraît un peu exagéré. Est-ce qu'il faut bousculer la sacro-sainte retraite à 60 ans? Donc on est nécessairement limité. Mais c'est hallucinant là ce qu'on entend. Venez nous rejoindre pour participer à Ça vous regarde, émission interactive. 2 adresses pour participer, pour poser des questions. www.lcpn.fr et lemonde.fr, la communauté internaute qui chaque soir nous accompagne. Et si vous souhaitez devenir des sentinelles citoyennes, un numéro, un seul, le 01 40 63 90 37, l'occasion pour vous de poser vos questions en direct et d'interpeller nos invités face à votre webcam. Ça vous regarde, c'est ce soir à minuit. Japon, le football à la conquête de l'empire nippon. Le football n'est bien sûr pas un sport traditionnel au Japon. Ce sont les arts martiaux, du karaté au judo qui le sont. Et puis plus récemment, les Américains, après 1945, qui ont introduit le baseball. Mais à partir des années 80 et surtout des années 90, le football va prendre son essor et devenir un sport dominant dans l'archipel. C'est à la fois un moyen de pacification internationale et de modernisation sociale. Pacification internationale, en 2002, la FIFA oblige le Japon et la Corée du Sud, ennemis traditionnels, dont les traces de la Seconde Guerre mondiale ne sont toujours pas effacées, à co-organiser la Coupe du Monde. Cela oblige les deux pays à se rapprocher, à se connaître mieux mutuellement et à prouver qu'ils peuvent travailler ensemble. Depuis, les relations se sont nettement améliorées. Le football est également un facteur de modernisation sociale. Au Japon, on pense qu'on imite trop sans innover et que le conformisme est trop grand. Le football permet de laisser place à l'imagination, aux talents individuels, mais qui sont maintenus dans un cadre collectif, parce qu'il faut que l'équipe gagne. Jouer enfin le collectif et l'individu ensemble, et non plus écraser l'individu par le collectif, c'est donc un facteur de modernisation pour le Japon, et c'est donc très volontairement que les pouvoirs publics ont poussé au développement de ce sport. Immersion dans l'histoire secrète des relations franco-américaines. Décryptage inédit d'une action et d'un style. Souvenirs et confidences de celles qui l'ont suivi dans ses audaces. 3 regards, 3 documents pour comprendre De Gaulle autrement, à l'occasion du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin. Historique, politique, patriotique. En juin, Charles de Gaulle est sur LCP. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Bienvenue à Question d'Info. Retraite, affaires, valeurs républicaines. Le pouvoir politique est-il crédible? Et puis, où doit se situer l'opposition? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Ayrault, Sylvie Maligande de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Ayrault, vous mettez en cause beaucoup l'affaire Bettencourt. Vous posez beaucoup de questions à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que c'est le bon terrain pour préparer la victoire de la gauche au présidentiel? Le président de la République